Comme vous le savez sûrement, une des grandes questions de l'histoire est la cause de la Première Guerre mondiale. Des dizaines de milliers de livres et d'articles ont été écrits pour expliquer pourquoi ceci ou cela était la véritable cause de la guerre. Depuis plus d'un siècle, les historiens tentent de s'attaquer à cette question incroyablement complexe et difficile. Mais malgré cela, il n'y a toujours pas de réponse largement acceptée quant à la cause de la guerre. Maintenant, à mon avis, ce que tous ces historiens ont mal compris, c'est qu'ils ne s'en rendaient pas compte. La meilleure façon de traiter une question aussi nuancée et sensible est d'en faire une vidéo de classement par niveau. Maintenant, je suis sûr que beaucoup d'entre vous savent que les vidéos de classement par niveau ont apporté de la clarté à beaucoup des questions les plus importantes de la vie. Comme, quel est le meilleur fruit? Quel est le pire super pouvoir à avoir? Ou même une question qui nous a tous empêchés de dormir la nuit. Quel est le meilleur sandwich au poulet? Et donc aujourd'hui, avec l'énorme pouvoir explicatif du classement par niveau pour vous, nous allons répondre une bonne fois pour toutes à cette question éternelle. Qu'est-ce qui a causé la Première Guerre mondiale? Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas le principe d'une vidéo de classement par niveau, en gros, je vais passer en revue. Voici quelques causes souvent évoquées de la Première Guerre mondiale, classées selon leur implication réelle selon moi. Le classement ira du niveau S, qui regroupe les éléments que je pense avoir joué un rôle crucial dans le déclenchement de la guerre, jusqu'au niveau E, qui regroupe ceux qui, selon moi, n'ont eu aucune importance. Alors, commençons d'abord par passer en revue les prétendants. Ce sont les causes potentielles que je vais classer. La première est la course aux armements navals entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne. La deuxième est le ressentiment français dû à la perte de l'Alsace et de la Lorraine. La troisième est l'assassinat de François Ferdinand, héritier de l'Empire austro-hongrois. La quatrième, c'est que la Grande-Bretagne n'était pas claire sur ce qu'elle ferait si une guerre éclatait. La cinquième est le système d'alliance qui existait en Europe à l'époque. La sixième, c'était que les gens ne voyaient pas ou ne réalisaient pas à quel point la guerre serait longue et sanglante. La septième, celle-ci, vous ne l'avez probablement jamais rencontrée. C'est l'idée que tout le monde à l'époque pensait que les attaquants avaient un avantage significatif sur le champ de bataille. La huitième, c'est l'impérialisme de l'empereur d'Allemagne, Guillaume II, et enfin la neuvième, c'est le déclin de l'Empire ottoman. Donc ce sont les éléments que je vais prendre en compte maintenant, avant de vraiment me lancer dans leur classement. Je pense qu'il serait utile d'avoir un aperçu de l'histoire, comme je le fais habituellement, juste pour que tout le monde soit au même niveau. Beaucoup n'en auront pas besoin, donc passez cette partie si vous le souhaitez. Pour les autres, voici un bref résumé des événements menant à la Première Guerre mondiale. En juin 1914, l'Europe était en paix et la guerre ne semblait pas imminente. Il y avait bien sûr des tensions entre différents pays. L'Autriche et la Serbie étaient en fort désaccord sur leurs revendications territoriales dans les Balkans. La Serbie avait un puissant mouvement nationaliste qui voulait voir une Serbie plus grande et plus glorieuse, incluant tous les Serbes ethniques de la région. L'Empire austro-hongrois était désormais très faible et franchement, il tenait à peine debout. Beaucoup pensaient qu'il pouvait s'effondrer à tout moment. Et si cela devait arriver, la Serbie voulait être en position de prendre le plus de territoire possible. La Serbie était particulièrement furieuse à propos de quelque chose que l'Autriche avait fait. 6 ans plus tôt, l'Autriche administrait le territoire de la Bosnie, qui faisait, sur le papier, partie de l'Empire ottoman incroyablement faible. En 1908, le monde a été stupéfait lorsque l'Autriche-Hongrie a annexé la Bosnie, l'intégrant à son empire. La Serbie a été indignée par cela et certains nationalistes serbes ont même appelé à la guerre. Les tensions ont persisté, mais l'Europe a réussi à rester à peu près unie. Puis vint l'assassinat. Le 28 juin 1914 en Bosnie, un nationaliste serbe a assassiné l'héritier de l'Empire austro-hongrois. C'était absolument énorme. Un équivalent moderne serait peut-être le 11 septembre. L'Autriche, indignée par l'assassinat de son héritier, ne savait comment réagir. Devait-elle attaquer la Serbie ou agir autrement? L'Allemagne, alliée à l'Autriche, lui avait promis son soutien. La Russie, alliée à la Serbie, s'était engagée à la défendre si l'Autriche déclarait la guerre. Finalement, l'Autriche décida d'envoyer un ultimatum à la Serbie. La Serbie devait accepter diverses exigences humiliantes, sinon l'Autriche l'envahirait. Le 23 juillet, près de 4 semaines après l'assassinat, l'ultimatum fut envoyé. Les Serbes acceptèrent certaines, mais pas toutes les conditions, et ainsi, 5 jours plus tard, l'Autriche déclara la guerre.
Le lendemain, elle commença à bombarder la capitale serbe. Au même moment, la Russie, craignant une attaque à la fois de l'Autriche et de l'Allemagne, préparait son armée. Ce processus, appelé mobilisation, était extrêmement provocateur pour l'Allemagne. Craignant une attaque russe, l'Allemagne lança son propre ultimatum, exigeant que la Russie cesse sa mobilisation. La Russie refusa, et ainsi l'Allemagne déclara la guerre à la Russie. Avec l'Allemagne et la Russie en guerre, une autre grande puissance fut entraînée dans le conflit, la France. Alliée à la Russie, la France dut aussi déclarer la guerre à l'Allemagne. Avec l'Allemagne menacée des deux côtés, elle décida d'attaquer la France, espérant une victoire rapide qui lui permettrait de rediriger ses forces militaires vers la Russie. L'attaque de la France via la Belgique neutre a provoqué la Grande-Bretagne, qui a déclaré la guerre après l'entrée des troupes allemandes en Belgique. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, avant de me lancer dans le classement de toutes les causes potentielles, je voudrais parler un peu des critères selon lesquels je vais les juger. Essentiellement, qu'est-ce que la causalité ? Inutile de dire que c'est une question immense. C'est littéralement tout un domaine de la philosophie. Mais pour les besoins de cette vidéo, je vais vraiment évaluer les causes potentielles selon deux critères. Le premier critère est la question simple. La Première Guerre mondiale aurait-elle eu lieu si la cause supposée X n'avait pas eu lieu ? Je pense que c'est la conception la plus simple et la plus intuitive de ce qu'est la causalité. Essentiellement, si A cause B, cela signifie que B ne serait pas arrivé si A n'était pas non plus arrivé. Un autre élément que je vais prendre en compte est la proximité dans le temps d'une cause particulière par rapport au déclenchement de la guerre. Donc les choses seront classées plus haut si elles étaient un peu proches dans le temps du déclenchement de la guerre et classées plus bas si elles se sont produites longtemps avant. C'est parce que je pense que plus un événement s'est produit longtemps avant le déclenchement de la guerre, plus il doit être considéré comme allant de soi. Donc par exemple, quelqu'un pourrait avancer que les guerres napoléoniennes ou la paix de Westphalie ont préparé le terrain pour la Première Guerre mondiale. Le problème, c'est qu'à un moment, si l'on remonte assez loin, il faut juste considérer ces choses comme acquises. Sinon, on finit par dire que la naissance de Jésus ou le Big Bang ont causé la Première Guerre mondiale. Et même s'il est vrai que la Première Guerre mondiale n'aurait pas eu lieu si le Big Bang n'avait jamais eu lieu, cela n'a pas vraiment de sens non plus. Et ce n'est pas du tout intéressant. En lien avec cela, je vais prendre en compte s'il est réellement possible ou non d'imaginer qu'une cause potentielle n'ait pas eu lieu. Donc, par exemple, la Première Guerre mondiale n'aurait probablement pas eu lieu si tous les hommes étaient intrinsèquement bons et épris de paix. Cela peut être vrai, mais le problème c'est que c'est tellement fantaisiste, tellement éloigné de la réalité dans laquelle nous vivons, que ce n'est ni intéressant ni pertinent. Si on compare cela avec l'assassinat de François Ferdinand, il est extrêmement facile d'imaginer que cela n'ait pas eu lieu. Tout ce qu'il aurait fallu, c'est que François Ferdinand ne sorte pas en voiture ce jour-là. Et donc, à cause de cela, je vais lui donner une note plus élevée. Donc maintenant que tout cela est dit, passons au premier candidat. Il s'agit bien sûr de la course aux armements navals entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne. C'est l'une des causes les plus célèbres de la liste. Je me souviens que c'était l'un des facteurs qu'on m'a enseigné à l'école. D'abord, voyons le contexte de la course aux armements navals. Vous savez sûrement que la Grande-Bretagne a longtemps été la principale puissance navale mondiale. Cela a vraiment été établi après la guerre de 7 ans, au milieu des années 1700. Et ensuite, pendant un siècle et demi, la Grande-Bretagne a eu essentiellement une domination incontestée sur les océans. Cependant, au début des années 1900, il y avait une nouvelle grande puissance en Europe, l'Allemagne nouvellement unifiée. L'Allemagne allait très bien alors, grande population, économie en forte croissance et volonté de défier la suprématie navale britannique. En général, on considère que la course aux armements a commencé vers 1906, lorsque la Grande-Bretagne a construit les HMS Dreadnoughts. Et la raison pour laquelle c'était si important, c'est que le Dreadnought représentait essentiellement un énorme bond en avant. En termes de technologie, il était beaucoup plus rapide que les navires précédents, et il avait aussi des canons plus puissants. Et l'effet de tout cela, c'est que cela a rendu tous les navires qui l'avaient précédé obsolètes. Même la propre flotte de la Grande-Bretagne est devenue dépassée. Cela a agi presque comme une remise à zéro de la puissance navale. Cela signifiait que, même si la Grande-Bretagne avait son immense flotte héritée, cela ne comptait plus vraiment. Cela a ainsi équilibré la situation et permis à l'Allemagne de tenter de rivaliser avec la domination navale britannique, ce qu'elle a fait.
Le gouvernement allemand a en fait adopté un total de 5 lois distinctes pour tenter d'augmenter leur construction navale, et cela avec l'objectif explicite de rivaliser avec la Grande-Bretagne. Comme vous l'imaginez, c'était inacceptable pour la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne appliquait alors la norme des 2 puissances, voulant que sa marine égale la force des 2 plus grandes marines suivantes réunies. Évidemment, cela n'était pas compatible avec les nouvelles ambitions de l'Allemagne. Ainsi, la course aux armements a commencé vers 1906 et les 2 camps s'en sont beaucoup préoccupés. Ils en parlaient dans leur parlement, ils se rassuraient en se disant qu'ils allaient en gagner. Pour vous donner une idée de ce que cela donnait, voici une citation du secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères, Sir Edward Grey. En 1907, il a dit « Nous aurons 7 dreadnoughts à flot avant qu'il n'en ait un. En 1910, ils en auront 4 contre nos 7. Mais d'ici là, il y a largement le temps d'en construire de nouveaux, s'ils s'y mettent dès maintenant. » La course aux armements a duré de 1906 à 1912 et elle s'est terminée essentiellement parce que la Grande-Bretagne l'a remportée et elle l'a en fait gagnée assez facilement. Si vous regardez ce tableau, vous pouvez le constater. En 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne possédait presque 2 fois plus de dreadnoughts et plus du double de personnel dans sa marine. Donc pour revenir à la question de savoir si la course aux armements navals a causé la Première Guerre mondiale, il est facile de voir comment cela aurait pu être une cause potentielle. La Grande-Bretagne et l'Allemagne avaient cette rivalité, ce qui a considérablement détérioré leurs relations. Ensuite, lorsque l'occasion de se faire la guerre s'est présentée, ils l'ont saisie afin de régler leurs différends. Alors, est-ce que cette théorie tient la route ? À mon avis, bien que cette théorie soit célèbre pour expliquer le déclenchement de la Première Guerre mondiale, la course aux armements navals présente d'importants problèmes. Le problème principal est que la course aux armements était déjà finie quand la Première Guerre mondiale a débuté. Pour appuyer mon propos, j'ai en fait trouvé un extrait absolument ancien de l'historien Neil Ferguson, qui explique pourquoi il ne pense pas que ce soit une bonne théorie. On soutient très souvent que la guerre de Frostborg est due à la construction d'une marine allemande. C'est un mythe, car toute la course aux armements en mer était terminée en 1912 puisque les Allemands avaient compris qu'ils ne pouvaient pas rivaliser financièrement avec le programme de construction de cuirassés britanniques. C'est un problème car la course aux armements navals s'est achevée 2 ans avant la Première Guerre mondiale. Mais je pense qu'un problème plus important avec cette théorie est que si la Première Guerre mondiale était due à la rivalité entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne et leur volonté de guerre, on pourrait s'y attendre. Durant la crise de juillet, alors que la guerre menaçait, on aurait pu croire que la Grande-Bretagne et l'Allemagne étaient vraiment prêtes à s'affronter. On pourrait s'attendre à ce qu'ils poussent à l'escalade, et parlent de combien il serait formidable de pouvoir se vaincre mutuellement. Le problème, c'est que lorsque nous regardons ce qui s'est réellement passé pendant la crise de juillet, et lorsque nous examinons ce que disaient les Britanniques et les Allemands, nous ne voyons rien de tel. Selon moi, c'est l'inverse qui apparaît si l'on considère d'abord les propos et actions des Britanniques. Durant la crise de juillet, la Grande-Bretagne cherchait à désamorcer la situation et souhaitait qu'elle soit traitée lors d'une conférence de paix. Il existe de très nombreuses citations de responsables britanniques montrant à quel point ils voulaient empêcher la guerre d'éclater. Je vais en donner juste quelques-unes. Celle-ci vient du Premier ministre Herbert Asquith, il a dit « Nous sommes à une distance mesurable ou imaginable d'un véritable Armageddon. » Puis, quelques jours plus tard, alors que l'Allemagne envahissait la Belgique, il a dit « Toute la perspective me remplit de tristesse. Nous sommes à la veille de choses horribles. » En fait, Asquith était tellement bouleversé par tout ce qui se passait qu'à un moment donné, il a réellement éclaté en sanglots. Il est également très important de se rappeler que, jusqu'à la toute dernière minute, les Britanniques prévoyaient de ne pas s'impliquer dans la guerre. Voici donc une autre citation d'Asquith. Il a dit « Heureusement, il ne semble y avoir aucune raison pour que nous soyons autre chose que des spectateurs. » J'espère donc que vous conviendrez que cela contredit totalement l'idée que la course aux armements avait tellement accru les tensions que la Grande-Bretagne voulait faire la guerre à l'Allemagne. Voyons maintenant ce que disaient les Allemands, et voyons s'ils étaient un peu désireux de faire la guerre contre les Britanniques. Eh bien là encore, je dirais qu'ils ne l'étaient absolument pas. En réalité, l'une des principales inquiétudes des Allemands durant la crise de juillet était la possibilité d'une guerre avec la Grande-Bretagne. Et ils ont beaucoup discuté des moyens de tenir la Grande-Bretagne à l'écart de la guerre. Je vais donc donner quelques citations pour appuyer cela. En voici une du chancelier allemand, en gros. «
Juste avant le début de la guerre, il a exhorté l'Autriche-Hongrie à accepter une médiation avec la Serbie parce qu'il craignait une guerre potentielle avec la Grande-Bretagne. Il a dit « Nous sommes au bord d'une conflagration dans laquelle l'Angleterre serait contre nous. L'Allemagne, en raison de l'hostilité de l'Angleterre, devrait supporter le poids principal des combats. Les Allemands ont activement tenté de dissuader les Britanniques de s'impliquer. Ainsi, par exemple, le 29 juillet, le chancelier a dit à l'ambassadeur allemand de dire aux Britanniques que s'ils restaient neutres, l'Allemagne n'essaierait pas de prendre de territoire à la France s'il gagnait la guerre. Il a dit « Nous pouvons assurer au cabinet anglais, en supposant sa neutralité, que même dans le cas d'une guerre victorieuse, nous ne chercherons aucun agrandissement territorial en Europe aux dépens de la France. » Les Allemands voulaient donc clairement empêcher la Grande-Bretagne d'entrer en guerre. La véritable raison de l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne fut l'invasion de la Belgique par l'Allemagne. Même pendant cette invasion, les Allemands tentaient encore de dissuader les Britanniques d'intervenir. L'ambassadeur allemand a reçu l'ordre de dire au gouvernement britannique que l'Allemagne n'avait aucun projet d'annexer le territoire belge et qu'ils envahissaient simplement la Belgique, parce qu'ils pensaient que la France prévoyait de les envahir et donc qu'ils n'avaient pas le choix. Une autre preuve que les Allemands ne voulaient là pas combattre les Britanniques sera abordée plus en détail plus tard. Il y a eu un moment où les Allemands pensaient pouvoir conclure un accord pour ne pas attaquer la France en échange de la neutralité de la Grande-Bretagne et de la France. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, ils ont cru à tort que les Britanniques avaient accepté cet accord. Et lorsque la nouvelle est arrivée à Berlin, ils faisaient la fête, ils étaient euphoriques. En résumé, les Allemands ne voulèrent pas vraiment combattre les Britanniques. J'espère que vous serez d'accord. Cela n'est absolument pas cohérent avec l'idée que la Grande-Bretagne et l'Allemagne étaient désespérées de se faire la guerre, à cause de la grande rivalité qui s'était installée, à cause de la course aux armements navals. Ceci dit, il existe une façon pour que la théorie de la course aux armements navals ait un peu plus de sens. Et c'est que si, au lieu de dire qu'elle a directement causé la Première Guerre mondiale, nous disons que ce qu'elle a fait, c'est de refroidir les relations entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne, ce qui signifiait qu'après l'assassinat pendant la crise de juillet, ils étaient beaucoup moins capables de résoudre la situation pacifiquement et de désamorcer. Pour évaluer le mérite de cette idée, il vaut la peine de se demander comment étaient les relations entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne avant la course aux armements navals. La réponse, c'est qu'elles étaient plutôt bonnes à ce moment-là. Cela peut sembler contre-intuitif, puisque la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont mené 2 guerres mondiales l'une contre l'autre. Pourtant, il existe de bonnes citations pour appuyer cela. En voici une d'un homme nommé Joseph Chamberlain, qui était le secrétaire d'État britannique aux colonies en 1899. Il a dit « L'alliance naturelle est entre nous et le grand empire allemand ». Chamberlain voulait essentiellement une alliance avec l'Allemagne afin de stopper l'expansion française et russe en Chine. Les relations étaient bonnes, mais dès que l'Allemagne a renforcé sa marine, cela a refroidi ses liens avec la Grande-Bretagne. Ainsi, par exemple, en 1902, le premier lord de l'Amirauté déclara au Premier ministre britannique « Plus on examine la composition de la nouvelle flotte allemande, plus il devient évident qu'elle était conçue pour un éventuel conflit avec la flotte britannique. Comme vous le voyez, la course aux armements navals a nui aux relations entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Pas au point de les pousser à vouloir activement la guerre, mais suffisamment pour rendre plus difficile l'arrêt de la guerre en 1914. Je pense que si les relations étaient restées aussi bonnes qu'elles l'étaient auparavant, il y a de fortes chances que les deux pays auraient pu désamorcer la crise de juillet. Globalement, je pense que l'effet de la course aux armements navals est en fait très bien résumé par cet extrait de l'historienne Margaret Macmillan. La décision du gouvernement allemand, et à mon avis, c'est une décision très importante, de commencer à construire une grande marine, de commencer à construire de gros cuirassés, de, en fait, défier les Britanniques pour leur domination des mers. Et les Allemands pouvaient dire tout ce qu'ils voulaient, qu'ils construisaient une marine non seulement pour protéger leur commerce, mais aussi pour bâtir un empire colonial. Mais la géographie faisait que la marine sortirait de la Baltique, où, lorsque le canal de Kiel serait ouvert, elle sortirait et irait directement vers la Grande-Bretagne. Il y avait une réelle inquiétude en Grande-Bretagne sur la signification de cela. L'amiral Tirpitz, qui a présidé à l'énorme expansion navale, soutenait que la construction d'une grande marine obligerait les Britanniques à devenir amis avec l'Allemagne.
C'était la théorie du risque de Tirpitz, construire une marine assez puissante pour dissuader les Britanniques de nous affronter. Notre marine ne sera sans doute jamais aussi grande que la britannique, mais comme la Grande-Bretagne a d'autres ennemis, si elle attaque la marine allemande, ce faisant, elle s'affaiblira au point d'être ensuite à la merci de la marine française, américaine, italienne, voire même austro-hongroise ou japonaise. Ainsi, Tirpitz a soutenu cet argument, et son maître Guillaume II semble avoir été d'accord avec lui. Nous forcerons les Britanniques à devenir nos amis. Nous forcerons les Britanniques, en construisant une grande marine, à réaliser qu'ils doivent devenir nos amis. Ils doivent nous laisser libres pour bâtir un empire colonial et agir sur le continent. En fait, c'était une grave erreur de calcul. Parce que ce que les Britanniques ont fait, c'est décider, avant tout, de surpasser les Allemands dans la construction navale, et c'est ce qu'ils ont fait. Et en fait, je dirais qu'autour de 1910, les Britanniques avaient gagné la course navale, mais plus important encore, cela les a peut-être convaincus qu'ils devaient chercher des amis, pas des alliés, mais des amis plus proches. Ainsi, en 1904, les Britanniques ont réglé leurs différends coloniaux avec les Français et ont formé l'entente cordiale. La course aux armements navals a clairement influencé la géopolitique de l'époque. Cela signifiait que la Grande-Bretagne s'est éloignée davantage des Allemands et s'est donc rapprochée des Français. Cela dit, pour moi, c'est un mécanisme assez indirect par lequel cela a contribué à la Première Guerre mondiale. Alors, en ce qui concerne le classement, où allons-nous placer la course aux armements navals dans notre liste de niveaux ? Eh bien, cela pourrait être controversé, mais je pense que je vais lui attribuer un C pour l'instant. La course aux armements navals a contribué au climat géopolitique ayant mené à la Première Guerre mondiale. Mais la Première Guerre mondiale n'a pas débuté comme un conflit entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Elle a débuté, comme vous le savez, dans les Balkans, entraînant la Grande-Bretagne et l'Allemagne, la première y étant vraiment opposée. Donc pour ces raisons, je pense que je vais lui donner un C. Je ne pense vraiment pas que la course aux armements navals mérite autant d'attention qu'elle en reçoit. C'est l'une des causes potentielles les plus célèbres de la Première Guerre mondiale, et j'ai vraiment du mal à voir en quoi elle le justifie. Passons maintenant à notre deuxième candidat, l'Alsace et la Lorraine. C'est une autre de ces idées vraiment célèbres dont on parle souvent. Alors, qu'étaient l'Alsace et la Lorraine ? Eh bien, ce sont essentiellement deux régions situées là, à la frontière entre la France et l'Allemagne, et pendant longtemps, la France et l'Allemagne ont toutes deux revendiqué ces territoires comme étant les leurs. Au départ, elles étaient françaises, les Français les ont en fait acquises vers les années 1700 et au XIXe siècle, elles étaient assez fermement sous contrôle français. Cependant, beaucoup de personnes dans ces régions parlaient un allemand et avaient des traditions allemandes, et donc l'Allemagne voulait que l'Alsace et la Lorraine fassent grande partie de leur nation. Tout cela a culminé lors de la guerre franco-prussienne de 1870. Maintenant, la guerre franco-prussienne était très importante, et c'est quelque chose auquel je vais faire référence plusieurs fois tout au long de cette vidéo. Donc je me suis dit que j'allais en dire quelques mots maintenant, pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle a éclaté en 1870, soit seulement 44 ans avant le début de la Première Guerre mondiale. À cause de cela, la guerre franco-prussienne était très présente dans l'esprit des gens au moment où la Première Guerre mondiale éclatait. La guerre a essentiellement commencé parce que la Prusse, dirigée par Otto von Bismarck, voulait provoquer une guerre avec la France. Parce que cela l'aiderait à unifier tous les petits États germaniques en un grand État, l'Allemagne. Bismarck a réussi à provoquer sa guerre et la Prusse a fini par la gagner, ce qui a finalement conduit à l'unification de l'Allemagne. Maintenant, ce qui importe vraiment pour ce dont je parle en ce moment, c'est cela. Après la guerre franco-prussienne, l'Allemagne a pris l'Alsace et la Lorraine à la France dans le cadre du traité de paix qui a mis fin à la guerre. Comme vous l'imaginez, c'était un point très sensible pour les Français. L'Alsace et la Lorraine leur appartenaient depuis des siècles, et elles venaient tout juste de leur être enlevées par cette Allemagne nouvellement unifiée. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale montre clairement comment l'Alsace et la Lorraine auraient pu y contribuer. L'idée serait que la France était amère et pleine de ressentiment d'avoir perdu ses territoires, et qu'elle était donc désireuse d'entrer en guerre contre l'Allemagne pour les récupérer. Donc tout d'abord, je vais essayer de défendre cette théorie. Un argument en faveur de cette théorie, c'est que les Français étaient vraiment très amers d'avoir perdu l'Alsace-Lorraine. J'ai pu trouver plusieurs éléments de preuve pour appuyer cela. Par exemple, il paraît qu'un ministre français des Affaires étrangères était tellement obsédé par l'Alsace-Lorraine que sa famille n'en parlait jamais en sa présence.
J'ai aussi pu trouver cet excellent article qui a été publié en 1914 dans The Atlantic. L'article dresse essentiellement le portrait d'une France qui n'avait absolument pas surmonté la perte de ses territoires. Selon les mots de l'article, les Français ressentèrent de la peur et de la haine lorsqu'ils pensaient à la perte de l'Alsace et de la Lorraine. À un moment donné, l'article dit que le patriotisme émotionnel de la France aspirait à la revanche. À un autre moment, l'article déclare explicitement que les Français attendaient avec impatience, je cite, « une guerre de revanche ou une guerre d'honneur qui rendrait à la France ses filles enlevées ». Donc, en lisant tout cela, il semblerait absolument indéniable que la perte de l'Alsace et de la Lorraine aurait sûrement joué un grand rôle dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Cependant, un important problème se pose avec cette théorie, similaire à celui de la course aux armements navals. Si la France avait vraiment voulu faire la guerre à l'Allemagne pour récupérer ses territoires, on aurait pu s'y attendre. Pendant la crise de juillet, on s'attendrait à voir la France être très agressive, très désireuse d'une guerre, peut-être même envahir l'Alsace-Lorraine. Cependant, lorsque l'on regarde ce qui s'est réellement passé pendant la crise de juillet, ce n'est absolument pas ce que l'on constate. En fait, à mon avis, quand on observe le comportement des Français pendant la crise de juillet, il me semble qu'ils étaient absolument désespérés d'éviter la guerre. J'ai déjà abordé ce sujet dans d'autres vidéos. Mais essentiellement, la grande majorité des citations que j'ai pu trouver datant de la crise de juillet montrent que les Français ne voulaient vraiment pas de guerre. En fait, certaines des meilleures citations qui le prouvent viennent en réalité d'Allemands. Donc, par exemple, l'ambassadeur allemand en France a dit « Le Premier ministre français ne souhaite pas abandonner l'espoir de maintenir la paix, qui est profondément désirée. » Voici une autre citation d'un autre responsable allemand. Il a écrit « Jusqu'au dernier moment, j'ai eu l'impression que le gouvernement français voulait éviter la guerre à tout prix. » Ce qui est assez remarquable dans cette citation, c'est qu'elle a été écrite le 4 août après que la guerre avait déjà commencé. Je pense que cela montre à quel point les Français étaient opposés à la guerre jusqu'à la dernière minute. Une autre citation vient de l'envoyé allemand du Bade, l'une des provinces allemandes. Il a écrit « Les Français ne désirent vraiment pas la guerre, quelles que soient les circonstances. En fait, ils la craignent réellement à cause de leur situation financière désespérée, et peut-être aussi pour des raisons militaires. C'est pourquoi ils actionnent tous les leviers à Saint-Pétersbourg pour y exercer une influence modératrice. » Donc là, il parle des Français qui essaient d'influencer les Russes pour désamorcer la situation. Pour continuer la citation, savoir si le souverain épris de paix et son ministre des Affaires étrangères garderont le dessus face au courant panslaviste, c'est quelque chose que personne ne peut prédire. Donc comme vous pouvez le voir, ces trois citations suggèrent très fortement que les Français voulaient éviter la guerre. Maintenant, une autre preuve très convaincante que les Français ne voulaient pas la guerre vient en fait du comportement du Premier ministre français lorsqu'il s'est rendu en Russie. Pour ceux qui l'ignorent, lors de la crise de juillet, les dirigeants français sont allés à Saint-Pétersbourg rencontrer les Russes. Et là, ils ont décidé de ce qu'ils allaient en faire concernant toute la situation. En gros, quand ils étaient là-bas, le Premier ministre français a eu une sorte de crise de nerfs à cause de l'anxiété face à la perspective de la guerre. Tout cela est expliqué dans le livre de Christophe Clark, Les Somnambules. Apparemment, à un moment donné, le Premier ministre français était assis à côté du tsar russe, et il était dans un tel état qu'il était incapable de répondre à la moindre question qu'on lui posait. Un peu plus tard, après le déjeuner, alors que le tsar russe et le président français écoutaient une fanfare militaire, le Premier ministre français était loin, seul en train de parler tout seul, à tel point que tout le monde l'a vraiment remarqué. Une autre preuve que les Français ne voulaient pas la guerre, c'est le fait qu'ils ont commencé à mobiliser leur armée très tard. En fait, le chef d'état-major français s'arrachait les cheveux, parce qu'il pensait qu'ils perdaient tellement de temps que cela les mettrait dans une situation très désavantageuse par rapport à l'Allemagne. Finalement, le gouvernement français a accepté de mobiliser, mais même alors, il a exigé que les troupes françaises restent à 10 km de la frontière allemande. À mon avis, c'est une preuve absolument énorme que les Français ne voulaient vraiment pas la guerre. Ils compromettaient littéralement leur capacité à mener une guerre afin d'éviter de provoquer les Allemands. L'ordre devait être appliqué de manière extrêmement stricte, au point que tout soldat qui le désobéissait risquait de passer en cour martiale. Je vais donc simplement lire un extrait de ce que disait réellement l'ordre. Il disait «
Aucune patrouille, aucune reconnaissance, aucun poste, aucun élément quel qu'il soit ne peut aller à l'est de ladite ligne. Quiconque la franchira sera passible de cour martiale, et ce n'est qu'en cas d'attaque à grande échelle qu'il sera possible de transgresser cet ordre. Pour moi, c'est un peu le coup de grâce pour toute la théorie sur l'Alsace et la Lorraine. Si la France avait voulu faire la guerre à l'Allemagne pour récupérer ses territoires, elle aurait fait exactement le contraire. Ce qu'ils auraient en fait, bien sûr, c'est envahir au lieu de retirer leurs troupes. Donc pour moi, cette théorie ne tient vraiment pas la route comme cause potentielle de la guerre mondiale. Je pense que le plus qu'on puisse en dire, c'est que le ressentiment français à propos de l'Alsace et de la Lorraine a effectivement alimenté la scène géopolitique avant la Première Guerre mondiale. On pourrait soutenir que si l'Allemagne n'avait pas pris l'Alsace et la Lorraine, et si la France n'avait pas eu ce ressentiment, cette amertume, alors les relations entre les deux auraient peut-être été meilleures. Et peut-être qu'ils auraient pu travailler ensemble pour désamorcer la crise de juillet. Il est vrai, bien sûr, que les relations entre les deux nations étaient très tendues, et cela était en grande partie dû à l'Alsace et la Lorraine. Je ne trouve toujours pas cela convaincant comme cause de la guerre mondiale. Je veux dire, à ce moment-là, la France et l'Allemagne avaient une relation tendue depuis des décennies, sans que cela ne mène à une guerre mondiale. Et surtout, lorsque la perspective d'une guerre est devenue possible pendant la crise de juillet et que la France a eu l'occasion d'essayer de récupérer ses territoires, elle n'a absolument pas voulu la saisir. Donc, pour ce qui est du classement, je pense que je vais devoir mettre celle-ci dans la catégorie D, d'accord? Donc, passons à la numéro 3, l'assassinat de Franz Ferdinand. Alors au début, celle-ci pourrait sembler devoir évidemment être en catégorie S, après tout. L'assassinat de Franz Ferdinand a directement mené à la crise de juillet, l'escalade qui s'est transformée en Première Guerre mondiale. Si Franz Ferdinand n'avait pas été assassiné, la Première Guerre mondiale n'aurait jamais eu lieu, et donc cela devrait être en catégorie S maintenant. Ce raisonnement repose sur une grande supposition, à savoir que si Franz Ferdinand n'avait pas été assassiné, la Première Guerre mondiale n'aurait jamais eu lieu. Cependant, nous devons envisager la possibilité que la Première Guerre mondiale aurait très bien pu avoir lieu, même si Franz Ferdinand n'avait jamais été assassiné. Il est possible que cela aurait pu arriver quelques mois ou quelques années plus tard, pour une raison différente. Après tout, tous les facteurs plus importants et plus structurels qui ont mené à la guerre auraient toujours été présents. Si la Première Guerre mondiale devait de toute façon avoir lieu, l'assassinat de François Ferdinand n'avait alors pas vraiment d'importance. Cela a été le déclencheur de la Première Guerre mondiale dans notre chronologie, mais au final c'est assez insignifiant. Parce que potentiellement, la guerre allait toujours avoir lieu, que François Ferdinand ait été assassiné ou non. Donc, nous devons vraiment aborder cette question de savoir si la guerre était inévitable ou non. Il va sans dire que c'est une question à laquelle il est impossible de répondre de façon définitive. Cependant, il existe en réalité une manière très précieuse d'aborder cette question, et d'analyser des moments où la Première Guerre mondiale a presque éclaté sans se produire finalement. En particulier, je pense qu'il serait intéressant de se pencher sur la crise bosniaque de 1908 et sur les guerres balkaniques de 1912 et 1913. Je vais donc rappeler rapidement à tout le monde de quoi il s'agissait. La crise bosniaque de 1908 était essentiellement due à l'annexion de la Bosnie par l'Autriche-Hongrie. Jusqu'à ce moment-là, la Bosnie faisait officiellement partie de l'Empire ottoman, mais elle était administrée par l'Autriche-Hongrie. Puis, en 1908, l'Autriche-Hongrie a annexé la Bosnie, l'intégrant officiellement à son empire. Alors pourquoi cela a-t-il été un si grand problème ? Principalement parce que cela a rendu la Serbie très en colère. Les Serbes ont été contrariés parce qu'ils voulaient donc que la Bosnie devienne finalement une partie de quelque chose comme une grande Serbie, quelque chose comme la Yougoslavie. Les Serbes étaient ainsi furieux de l'annexion que beaucoup de dirigeants serbes de l'époque ont appelé à la guerre. Ainsi, par exemple, lors d'un rassemblement de 20 000 personnes à Belgrade, un dirigeant politique a exigé que la Serbie se batte jusqu'à la mort pour empêcher l'annexion. Il a dit « Nous lutterons jusqu'à la victoire, mais si nous sommes vaincus, nous serons vaincus. » Sachant que nous avons donné notre maximum et que nous avons le respect non seulement de tous les Serbes, mais aussi de toute la race slave. Maintenant, ce genre de ton était loin d'être exceptionnel. D'autres personnes prononçaient ensemble des discours très similaires. Par exemple, le prince héritier a prononcé un discours devant une foule d'environ 10 000 personnes où il a déclaré qu'il mènerait personnellement une intervention militaire en Bosnie. Il a dit « Je suis extrêmement fier d'être soldat.
Et je serai fier d'être celui qui vous mène, vous, le peuple serbe, dans cette lutte désespérée pour la vie et la mort, pour notre nation et notre honneur. Comme vous pouvez le voir, il y avait de toute façon une véritable frénésie de guerre à l'époque. Finalement, la Serbie n'est pas entrée en guerre, mais c'était uniquement parce qu'elle n'avait pas le soutien de la Russie. Je pense qu'avec le soutien de la Russie, une grande guerre aurait sans doute éclaté à ce moment-là. Voilà pour la crise bosniaque. Passons maintenant à un rapide aperçu des guerres balkaniques. La première guerre balkanique était essentiellement un ensemble de pays balkaniques qui combattaient l'Empire ottoman pour réduire son influence dans la région. La Serbie et le Second Ottoman, la Bulgarie, la Grèce et le Monténégro se sont tous alliés pour combattre les Ottomans et, en gros, les chasser des Balkans. Cette coalition, appelée la Ligue balkanique, a réussi. Et à la fin de la première guerre balkanique, les Ottomans ne possédaient encore presque plus aucun territoire dans les Balkans. Cependant, après la fin de cette guerre, il y a eu des désaccords sur la façon de se partager les terres prises aux Ottomans. Cela a ensuite mené à la Seconde Guerre balkanique. Essentiellement, la Bulgarie voulait plus de territoire que ce qu'elle avait reçu après la Première Guerre balkanique, et elle a décidé d'entrer en guerre contre ses anciens alliés, la Serbie et la Grèce. Au final, la Bulgarie a été vaincue et elle a perdu une grande partie de son territoire. La question est désormais, dans quelle mesure les guerres balkaniques ont-elles failli tourner en une Première Guerre mondiale ? Eh bien, je pense qu'il y a eu un incident en particulier où ils s'en sont vraiment approchés. Ce qui s'est passé, c'est que pendant la guerre, la Serbie a occupé certains territoires dans le nord de l'Albanie. Ensuite, lorsque les guerres se sont terminées, ils ne se sont jamais retirés de ces territoires. Malgré la pression internationale, cela était inacceptable pour l'Autriche-Hongrie. Finalement, en octobre 1913, les Autrichiens ont envoyé un ultimatum aux Serbes dans lequel ils exigeaient qu'ils retirent leurs forces du nord de l'Albanie. Si les Serbes ne se conformaient pas, les Autrichiens déclarèrent la guerre. Le résultat fut à peu près le même que lors de la crise bosniaque de 1908. La Serbie n'avait pas le soutien de la Russie et a donc été contrainte de reculer. Je suis sûr que vous voyez un schéma. Il y a ces querelles répétées entre la Serbie et l'Autriche-Hongrie. Et chaque fois, c'est comme une étincelle qui ne prend pas feu, jusqu'à ce qu'enfin elle s'enflamme. Lors de la crise bosniaque de 1908, la Serbie ne reçoit pas le soutien de la Russie et finit donc par reculer. Après les guerres balkaniques, un nouveau conflit éclate, mais la Serbie, sans le soutien russe, doit encore reculer. Puis, en 1914, après l'assassinat, il y a une différence cruciale. Cette fois, la Serbie reçoit le soutien de la Russie. Et cela, bien sûr, conduit à l'escalade spectaculaire vers la Première Guerre mondiale. Il y a en fait un troisième épisode qui mérite d'être mentionné où la Première Guerre mondiale aurait pu éclater, et c'est la crise marocaine. J'en parlerai plus en détail plus tard, donc je n'en dirai pas plus ici. C'était surtout un autre moment où la Première Guerre mondiale aurait pu éclater. Nous devons donc nous demander si la Première Guerre mondiale était inévitable. Eh bien, je pense en fait que toutes ces crises montrent qu'il y avait de très fortes chances que la guerre éclate d'une manière ou d'une autre. Ces points de tension continuaient de se produire, ils survenaient régulièrement, et ils auraient soit potentiellement continué à se produire. Ensuite, il ne s'agissait plus que de temps avant qu'un d'eux ne déclenche une guerre majeure. En fin de compte, il n'y a qu'un nombre limité de quasi-accidents que vous pouvez avoir avant d'avoir un accident fatal. Aussi, je pense qu'il est important de souligner qu'il aurait été possible qu'une grande guerre éclate sans qu'elle ne commence dans les Balkans. Évidemment, les Balkans étant une région très instable, donc il était toujours très probable que ce soit le déclencheur d'une guerre. Mais il faut rappeler que beaucoup d'autres pays avaient aussi de mauvaises relations dans les années 1910. J'ai parlé plus tôt des mauvaises relations entre la France et l'Allemagne à cause de l'Alsace et de la Lorraine, et aussi entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne à cause de la course aux armements navals. De plus, la Russie et l'Autriche avaient de mauvaises relations à cause de revendications territoriales conflictuelles dans les Balkans. Même l'Italie et l'Autriche-Hongrie, censées être alliées, avaient des différends territoriaux. Je veux dire qu'il y avait bien d'autres façons dont la Première Guerre mondiale aurait pu débuter. Il est impossible de savoir si la Première Guerre mondiale aurait eu lieu. J'aurais eu lieu sans l'assassinat, mais pour moi c'est à peu près du 60-40 en faveur du fait que cela aurait eu lieu, même si l'assassinat n'avait pas eu lieu. Je trouve vraiment très facile d'imaginer qu'une autre crise aurait pu s'aggraver de façon similaire à ce que nous avons vu en 1914, quand je pense à la Serbie et à l'Autriche qui se disputaient sans cesse, il me semble que ce n'était qu'une question de temps.
Pour revenir à la question de l'impact de l'assassinat de François Ferdinand sur la guerre, je pense qu'il faut lui accorder une importance élevée. C'était le déclencheur, c'était la cause la plus directe et identifiable de la guerre. Un autre avantage de cette théorie, c'est qu'il est très facile d'imaginer que l'assassinat n'ait pas eu lieu. Tout ce qu'il aurait fallu, c'est que François Ferdinand décide qu'il ne voulait pas sortir dans sa voiture décapotable ce jour-là. Cela dit, je pense qu'il est plus probable que la guerre aurait eu lieu même sans l'assassinat. Et donc pour cette raison, je vais baisser un peu la note. Globalement, je pense que je vais lui donner un A. Passons maintenant au numéro 4, le fait que la Grande-Bretagne n'ait pas été claire sur ce qu'elle allait faire. Donc l'idée ici est assez simple. Avant la guerre, la Grande-Bretagne n'a pas clairement indiqué qu'elle s'impliquerait si une guerre éclatait. Les Allemands, les Français, les Russes, aucun d'entre eux ne savait ce que la Grande-Bretagne allait faire. Voilà. La raison pour laquelle la Grande-Bretagne comptait autant, c'est qu'elle était l'empire mondial, la superpuissance du monde. À l'époque, elle dominait totalement les mers, ce qui signifiait que si elle entrait en guerre contre l'Allemagne, il y aurait inévitablement un blocus naval. C'est bien sûr ce qui s'est passé, et cela a eu une importance énorme dans l'issue de la guerre. Il y avait donc cette situation où personne ne savait ce que la Grande-Bretagne allait faire, et à cause de cela, tout le monde pouvait espérer. Il pouvait se tromper en croyant que la Grande-Bretagne ferait ce qu'il voulait en... La France et la Russie pouvaient espérer que la Grande-Bretagne allait rejoindre la guerre à leur côté, tandis que l'Allemagne et l'Autriche pouvaient entendre se persuader que la Grande-Bretagne allait rester en dehors de la guerre. Donc l'idée est que si la Grande-Bretagne avait clairement indiqué ce qu'elle allait faire, cela aurait réduit les risques de guerre. Si elle avait clairement indiqué qu'elle allait s'impliquer et entrer en guerre contre les Allemands, cela aurait peut-être poussé les Allemands à reculer. Si au contraire la Grande-Bretagne avait clairement dit qu'elle ne s'impliquerait pas, cela aurait peut-être poussé la France et la Russie à reculer. En réalité, la Grande-Bretagne n'a pas été claire, et donc aucun camp n'a reculé. Alors commençons par parler de ce que cette théorie a en sa faveur. D'abord, je pense vraiment que les prémices proposées sont correctes. Je pense absolument qu'il est vrai que la Grande-Bretagne n'était pas claire sur ce qu'elle ferait, et je pense aussi qu'il est vrai que les autres nations étaient confuses quant à ce que la Grande-Bretagne ferait. Maintenant, la première chose à dire pour appuyer cela, c'est que les dirigeants britanniques eux-mêmes n'étaient même pas clairs dans leur propre esprit sur ce qu'ils voulaient nous faire. Durant la crise de juillet, ils prévoyaient de rester en dehors de la guerre. Par exemple, voici une citation du Premier ministre Asquith, qui a dit « Heureusement, il ne semble y avoir aucune raison pour que nous soyons autre chose que des spectateurs. » C'était le sentiment tout au long de la crise de juillet. En fait, lors de la réunion finale, où les dirigeants britanniques ont décidé qu'ils allaient s'impliquer dans la guerre. Ils sont allés à cette réunion sans vouloir s'impliquer, mais ont changé d'avis pendant celle-ci. Donc les Britanniques n'étaient mis pas clairs dans leur propre esprit sur ce qu'ils voulaient tout faire, mais ils n'étaient pas non plus clairs pour les autres nations, et en fait ils leur ont même donné des messages contradictoires. Par exemple, le 27 juillet, donc seulement quelques jours avant le déclenchement de la guerre, le ministre britannique des Affaires étrangères, Edward Grey, a dit à l'ambassadeur autrichien que la Grande-Bretagne s'impliquerait, pour ensuite dire à l'ambassadeur français, Paul Cambon, qu'il ne le ferait pas. Avec la Grande-Bretagne agissant ainsi, les autres nations sont devenues confuses sur ses intentions. Et peut-être que le meilleur exemple de cela est un épisode assez burlesque qui s'est produit juste à la veille de la guerre, le 1er août. À ce moment-là, les Allemands espéraient sérieusement pouvoir conclure un accord avec les Britanniques, selon lequel la Grande-Bretagne et la France resteraient neutres et la guerre aurait lieu à l'Est. Le 1er août, le ministre britannique des Affaires étrangères a rencontré l'ambassadeur allemand, mais un malentendu important a eu lieu lors de cette réunion. Essentiellement, le secrétaire britannique aux Affaires étrangères a donné l'impression à l'ambassadeur allemand que si l'Allemagne s'engageait à ne pas attaquer la France, la Grande-Bretagne resterait elle-même neutre et garantirait également la neutralité de la France. Cela garantissait que la France n'envahirait pas l'Allemagne, une nouvelle incroyable pour les Allemands. L'ambassadeur allemand a envoyé un télégramme à Berlin pour leur dire ce qu'il venait d'apprendre, disait le télégramme. Cela semble signifier que dans le cas où nous n'attaquerions pas la France, l'Angleterre resterait également neutre et garantirait la passivité de la France. J'en apprendrai les détails cet après-midi. Sir Edward Grey vient de m'appeler au téléphone et m'a demandé si je pouvais donner l'assurance que, dans le cas où la France resterait neutre, nous n'attaquerions pas les Français.
Je lui ai assuré que je pouvais prendre la responsabilité d'une telle garantie, et il utilisera cette assurance lors de la réunion du cabinet d'aujourd'hui. À Berlin, lorsqu'ils ont reçu ce télégramme, ils étaient absolument ravis, ils faisaient littéralement sauter les bouchons de champagne. Ils ont aussitôt répondu par télégramme vouloir accepter l'accord. En fait, le Kaiser lui-même a envoyé un télégramme au roi britannique, George V, dans lequel il acceptait l'offre avec empressement. Finalement, ce n'était qu'un malentendu. Les Britanniques n'avaient pas voulu faire cette offre. Et donc, lorsqu'ils recevaient ces télégrammes, ils étaient en fait un peu confus. Ils ont répondu aux Allemands par un télégramme qui disait « Il doit y avoir eu un malentendu entre le prince Linchowski et Sir Edward Grey cet après-midi. Sir Edward Grey prendra des dispositions pour voir le prince Linchowski tôt demain afin de déterminer s'il y a un malentendu de sa part. » En résumé, comme vous le voyez, les gens ignoraient ce que la Grande-Bretagne ferait, ce qui les a rendus confus. Maintenant, pour revenir à la question de savoir si le manque de clarté de la Grande-Bretagne a causé la guerre, la question est: est-ce que quelque chose aurait été différent si la Grande-Bretagne avait été plus claire ? Je souhaite d'abord évoquer l'idée que, si la Grande-Bretagne avait clairement annoncé sa participation à la guerre, les Allemands auraient peut-être été plus conciliants. Je pense qu'une première preuve en est le comportement des Allemands lors du malentendu évoqué. Les Allemands étaient, et j'insiste sur ce point, ils étaient tellement inquiets à l'idée d'une guerre avec la Grande-Bretagne que, lorsqu'ils ont cru l'avoir évitée, ils buvaient littéralement du champagne. Je pense que cela soutient en quelque sorte l'idée que l'Allemagne aurait pu être plus conciliante si elle avait su que les Britanniques allaient s'impliquer. Maintenant, une autre façon d'aborder cette question est d'examiner les crises marocaines. Donc d'abord, je vais expliquer un peu ce qu'elles étaient. La première crise marocaine a commencé en 1905. Le contexte était essentiellement que le Maroc était l'un des rares États indépendants restant en Afrique du Nord, et la France voulait y étendre son influence. C'était quelque chose qui avait été accepté par les Britanniques. Maintenant, l'empereur allemand Guillaume a vu cela comme une occasion de tester l'alliance anglo-française. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est opposé à l'expansion française au Maroc. En fait, en mars 1905, Guillaume lui-même s'est rendu au Maroc, et là, il a publiquement déclaré son soutien à l'indépendance du Maroc. Comme vous pouvez le voir, c'était un défi très direct lancé aux Français. Guillaume a exigé que toute la question soit soumise à une conférence internationale qui déciderait du sort du Maroc. Et il espérait ainsi isoler la France diplomatiquement. Au final, le plan de Guillaume s'est complètement retourné contre lui. Les dirigeants des grandes puissances se sont bien réunis lors d'une conférence en Espagne, mais au final c'est l'Allemagne qui s'est retrouvée isolée. La seule nation qui a soutenu l'Allemagne était l'Autriche, tandis que la France a obtenu le soutien de nombreuses nations, dont la Grande-Bretagne, la Russie, l'Italie et même les États-Unis. Voilà donc la première crise marocaine, qui a mené assez directement à la seconde crise marocaine. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'après la première crise, la France a pu accroître son influence au Maroc. Comme on peut l'imaginer, la population locale n'était pas contente de cela. Et donc, en 1911, une rébellion a éclaté. En réponse à cette rébellion, les Français ont envoyé des troupes, et cela a provoqué l'Allemagne. L'Allemagne craignait que la France ne prenne complètement le contrôle du Maroc, ce qui violerait certains accords antérieurs que la France avait conclus. La situation s'est aggravée au point que l'Allemagne a même envoyé une canonnière dans un port du Maroc. Comme vous pouvez le voir, la situation était assez grave, et il semblait qu'une guerre pouvait de nouveau devenir une réelle possibilité. Essentiellement, l'Allemagne essayait de tester l'engagement de la Grande-Bretagne envers la France pour voir comment la Grande-Bretagne réagirait. Les Britanniques ont réagi en soutenant pleinement la France. En fait, le chancelier a prononcé un discours célèbre, appelé le discours du Mansion House, dans lequel il a clairement indiqué que la Grande-Bretagne viendrait à la défense de la France en cas de guerre. Ainsi la France et la Grande-Bretagne unies, cette dernière prête à entrer en guerre. Les Allemands ont été forcés de reculer et la crise s'est terminée avec la France obtenant le contrôle total du Maroc. Pour revenir au déclenchement de la Première Guerre mondiale, on peut se demander si l'ambiguïté britannique y a contribué. Il semblerait que la deuxième crise marocaine soutienne vraiment cette idée. Cela semble être un exemple très clair de la théorie selon laquelle, lorsque la Grande-Bretagne soutenait fermement la France, l'Allemagne faisait marche arrière. Potentiellement, la même chose aurait pu être vraie en 1914. Pour être complet, il est utile d'évoquer l'autre côté de cet argument.
C'est-à-dire si la Grande-Bretagne avait clairement indiqué qu'elle ne s'impliquerait pas dans une guerre, la France et la Russie auraient-elles été plus conciliantes ? Là-dessus, je suis un peu moins convaincu que cela aurait changé grand-chose. Voilà. Il est certain que la France et la Russie considéraient que la Grande-Bretagne comme un allié très important dans leur alliance. Voici une excellente citation de Nicolas II pour l'illustrer. À un moment donné, il a dit à l'ambassadeur de France en Russie « Nous aurons des questions importantes à discuter. Je suis sûr que nous serons d'accord sur tous les points. Mais il y a une question qui me préoccupe beaucoup, notre entente avec l'Angleterre. Nous devons la convaincre de rejoindre notre alliance. » D'après cette citation, il paraît probable que la France et la Russie auraient reculé si elles avaient su que la Grande-Bretagne ne les rejoindrait pas. Cela dit, je pense qu'il est important de se rappeler comment la France et la Russie se sont réellement retrouvées en guerre avec l'Allemagne. C'était bien sûr parce que l'Allemagne leur a envoyé des ultimatums à toutes les deux. La Russie a refusé l'ultimatum selon lequel elle devait arrêter de mobiliser, et la France a refusé l'ultimatum selon lequel elle devait déclarer sa neutralité. Je dois dire que j'ai quelques doutes quant au fait que l'un ou l'autre de ces pays aurait jamais accepté ces ultimatums. Même s'ils savaient dit que la Grande-Bretagne allait rester en retrait, je me demande si la France ou la Russie auraient accepté les exigences allemandes. Je pense qu'il aurait été extrêmement difficile pour la fierté nationale de ces deux nations d'accepter d'être dictées ainsi par l'Allemagne. L'ambiguïté de la Grande-Bretagne a mené à la Première Guerre mondiale. Où classer cette idée ? Je la trouve assez convaincante dans l'ensemble. En particulier, je pense que si la Grande-Bretagne avait clairement indiqué qu'elle s'impliquerait, il est assez probable que l'Allemagne aurait reculé. Un autre point en faveur de cette idée, c'est que j'ai vraiment du mal à imaginer que la Grande-Bretagne n'aurait pas pu être plus claire. Tout comme lors de la deuxième crise marocaine, où il y a eu le discours du Mansion House, en 1914, il aurait très bien pu y avoir quelque chose de similaire, avec l'un des hommes politiques britanniques prononçant un discours déclarant clairement qu'il viendrait en aide à la France. Dans l'ensemble, je pense que je vais mettre celui-ci dans la catégorie A, d'accord ? Donc numéro 5, le système d'alliance. Maintenant, cette idée est en fait assez souvent évoquée lorsqu'on discute des raisons pour lesquelles la Première Guerre mondiale a eu lieu. Je vais d'abord expliquer l'idée du système d'alliance et comment il aurait pu conduire à la Première Guerre mondiale. Essentiellement, en 1914, les nations européennes étaient prises dans cette grande toile d'alliance. D'un côté, il y avait la Triple Alliance, composée de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie et de l'Italie, qui s'est formée en 1882. De l'autre côté, il y avait la Triple Entente, composée du Royaume-Uni, de la France et de la Russie, qui a été établie en 1907. Maintenant, pour compliquer les choses, certaines nations au sein de ces alliances avaient des alliances avec des nations extérieures à celles-ci. Et de loin, l'exemple le plus important de cela, c'est la Russie, qui avait une alliance très forte avec la Serbie. Maintenant, la raison pour laquelle ces alliances sont si importantes, c'est parce qu'elles peuvent avoir un effet très escalatoire. Cela signifie que si deux pays ont un différend entre eux, leurs alliés sont beaucoup plus susceptibles de s'impliquer. Ils pourraient même être liés par un traité à s'impliquer, et cela peut conduire à une grande escalade. Bien sûr, c'est exactement ce qui s'est passé avant la Première Guerre mondiale. Ce qui était au départ un conflit entre la Serbie et l'Autriche a dégénéré parce que les alliés de ces deux pays sont venus à leur secours. À mon avis, l'escalade elle-même est presque l'aspect le plus important du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Je veux dire, si la guerre n'avait été qu'une guerre entre l'Autriche et la Serbie, cela n'aurait en rien été surprenant ou remarquable. Cela aurait été l'une des nombreuses petites guerres qui se produisirent à cette époque. Ce qui fait de la Première Guerre mondiale, c'est le degré auquel elle a dégénéré. On est passé d'un assassinat en Bosnie à l'Allemagne envahissant la Belgique. Et quand on se demande pourquoi une telle escalade insensée a eu lieu, le système d'alliance en a sans doute été une grande partie. En apparence, cette idée paraît solide et difficile à contester, mais elle comporte malgré tout certaines faiblesses potentielles. Je pense qu'une question importante à se poser est « est-ce que de tels systèmes d'alliance existent toujours ?» Donc par exemple, si tout au long de l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des systèmes d'alliance comme celui-là, alors dire que la Première Guerre mondiale a été causée par un système d'alliance ne semble pas très convaincant, parce que c'est toujours le cas. Donc pour le dire autrement, à quel point la situation qui existait avant la Première Guerre mondiale avec ce système d'alliance était-elle unique ?
À bien des égards, plus cette situation était unique à ce moment précis de l'histoire, plus cette idée prend de la force. Eh bien, je dirais qu'il semble effectivement que c'était assez unique à ce moment précis de l'histoire. Par exemple, si l'on regarde comment les relations internationales fonctionnaient dans les années 1800 après la fin des guerres napoléoniennes, les choses étaient vraiment très différentes. Maintenant, il y avait bien sûr des alliances, mais elles avaient tendance à être beaucoup plus temporaires et dépendaient d'une question particulière à traiter. Un bon exemple de cela est que la Prusse s'est d'abord alliée à l'Autriche pendant la Seconde Guerre des Duchés de 1864, mais ensuite, seulement 2 ans plus tard, la Prusse est entrée en guerre contre l'Autriche. Un autre bon exemple de cela est que la Grande-Bretagne et la France se sont alliées pendant la guerre de Crimée dans les années 1850. Mais ensuite, lorsque la France est entrée en guerre contre la Prusse en 1870, la Grande-Bretagne n'est pas venue en aide à la France. L'alliance pendant la guerre de Crimée n'était que pour cette guerre-là. La Grande-Bretagne et la France n'ont pas été alliées tout le siècle. En fait, à cette époque, la Grande-Bretagne suivait une politique appelée « splendide isolement », qui était essentiellement de l'isolationnisme. Cela signifiait qu'elle voulait éviter les alliances et ne poursuivre que ses propres intérêts. Donc comme vous pouvez le voir, les années 1800 étaient vraiment caractérisées par chaque pays qui se débrouillait seul. Il n'y avait pas ces grands blocs d'alliances, et surtout, il n'y avait pas de blocs aussi grands et puissants qui pourraient en se faire face, si une guerre éclatait. Ces 2 grands blocs d'alliances ont vraiment commencé à se former à la fin du siècle. C'est en 1879 que l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie ont signé leur alliance. La France a signé son alliance avec la Russie en 1894 et la Grande-Bretagne ne s'est alliée avec la Russie qu'en 1907. Donc comme vous pouvez le voir, ces blocs d'alliance ne se sont vraiment cristallisés que très peu de temps avant la Première Guerre mondiale. Elle a éclaté. Donc pour revenir à la liste de classement, je dirais que cette idée a beaucoup d'atouts. Je pense absolument qu'il était nécessaire que la guerre se déroule comme elle l'a fait, et surtout, je peux imaginer le monde de 1914 exister sans ces blocs d'alliance. Donc en termes de classement, je pense que je vais lui donner un A. Numéro 6, sans se rendre compte à quel point la guerre serait sanglante. Donc l'idée ici est que les dirigeants européens étaient dits prêts à entrer en guerre en 1914, en grande partie parce qu'ils se trompaient en. Ils ne se rendaient pas compte à quel point la guerre serait incroyablement horrible. Et par extension, s'ils avaient eu la moindre idée que cela allait être ce bain de sang qui durerait 4 ans, alors ils ne l'auraient pas fait. Ils auraient trouvé un moyen de résoudre leurs différends pacifiquement. Alors d'abord, parlons de ce que cette idée a en sa faveur. D'abord, je veux démontrer qu'il est vrai que les dirigeants européens ne se rendaient pas compte à quel point la guerre allait être horrible. Maintenant, il y a pas mal de preuves pour appuyer cela. Par exemple, voici une citation de l'empereur allemand Guillaume. Il pensait réellement que la guerre serait terminée en quelques semaines. Il a dit à ses soldats « vous serez de retour chez vous avant que les feuilles ne tombent des arbres ». Maintenant, Guillaume était loin d'être le seul à penser de cette façon. En fait, le ministre hongrois des Finances pensait réellement que la guerre ne pouvait pas durer plus de 3 semaines. D'autres preuves proviennent des actions de certains ministères de la guerre. Essentiellement, on peut voir, d'après ce qu'ils ont fait, qu'ils ne prévoyaient pas une guerre longue. Par exemple, le ministère russe de la guerre a refusé de nouvelles machines à écrire, pensant que la guerre serait trop courte pour en avoir besoin. Le ministère autrichien de la guerre a même conseillé aux hommes mobilisés de ne pas demander d'indemnité de chômage, car ils pensaient qu'il en allait qu'ils seraient de retour dans leurs usines avant même que les demandes ne soient traitées. En bref, tout le monde à l'époque agissait sur la base d'hypothèses totalement fausses concernant le déroulement de la guerre. La preuve la plus évidente que les dirigeants européens ignoraient en ce dans quoi ils s'engageaient est que souvent la guerre a été désastreuse pour eux personnellement. 3 empereurs ont perdu le pouvoir à la suite directe de la guerre. Le tsar Nicolas de Russie a fini par être exécuté brutalement avec sa famille. Le Kaiser Guillaume d'Allemagne et Charles d'Autriche-Hongrie ont tous deux été forcés de quitter leur pays et de partir en exil. Donc, clairement, en 1914, les empereurs de ces pays ne voulaient pas s'engager dans une guerre qui verrait leurs empires détruits et eux-mêmes perdre le pouvoir. Pour d'autres nations aussi, la guerre a été absolument catastrophique. La Grande-Bretagne et la France n'ont pas vu leurs États totalement s'effondrer, mais ont perdu énormément d'hommes et dépensé des sommes colossales.
La France, bien sûr, a vu une grande partie de son nord totalement détruite, et la Serbie a perdu pas moins de 30% de sa population masculine. Donc, pour faire court, je ne pense pas qu'en 1914, les dirigeants européens auraient en déclenché la guerre s'ils avaient su qu'elle serait aussi terrible. Donc, s'ils ignoraient dans quoi ils s'engageaient, cela pose la question. Pourquoi ne s'en sont-ils pas aperçus et n'ont-ils pas anticipé l'horreur à venir ? Eh bien, je pense qu'une partie de la raison vient de quelque chose que j'ai déjà mentionné, la guerre franco-prussienne, qui n'avait eu lieu qu'environ 4 décennies plus tôt. Cette guerre a techniquement duré environ 9 mois, mais en réalité, elle était pratiquement terminée en moins de 2 mois. Et je pense que beaucoup de gens, en 1914, auraient pu penser qu'une guerre ressemblerait à cela. Bien sûr, la guerre s'est révélée complètement différente de cela. Elle s'est révélée complètement différente de toutes les guerres que le monde avait connues jusque-là. Et je pense qu'une grande partie de la raison à cela, c'est qu'il y avait eu de grands changements dans la technologie militaire qui favorisaient fortement la défense. Donc je pense en particulier aux mitrailleuses, aux barbelés et à l'artillerie lourde. Ces nouvelles technologies donnaient aux défenseurs un énorme avantage et rendaient la guerre beaucoup moins mobile. En fait, je pense que la Première Guerre mondiale a eu lieu à une époque vraiment unique. Il y avait eu d'importantes améliorations dans les armes défensives, comme les mitrailleuses et les barbelés, mais pas encore l'invention de nouvelles armes offensives puissantes comme les chars et les avions. C'est en grande partie pourquoi la Première Guerre mondiale était bien moins mobile que les guerres précédentes ou suivantes, comme la guerre franco-prussienne ou la Seconde Guerre mondiale. Sur le front de l'Est, durant la Première Guerre mondiale, la mobilité était supérieure à celle de l'Ouest, mais restait inférieure à celle de la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, il m'arrive parfois de me demander si la Première Guerre mondiale avait éclaté, disons 10 ou 20 ans plus tard, après que les chars et les avions aient été développés, la guerre aurait-elle pu être beaucoup plus mobile et donc plus rapide, et peut-être donc beaucoup moins sanglante ? Quoi qu'il en soit, revenons à la question. Pourquoi les gens, en 1914, ne comprenaient-ils pas à quel point la guerre serait catastrophique ? Je pense qu'il vaut aussi la peine de mentionner qu'ils n'auraient pas tenu pour acquis le fait que, dans l'ensemble, les combattants ne se sont pas effondrés. Évidemment, l'exception ici, c'est la Russie, mais je pense que la Russie est vraiment l'exception qui confirme la règle. Aucune autre grande puissance ne s'est effondrée, et même si la Russie s'est effondrée, elle a tenu environ 3 ans. À mon avis, le fait que les belligérants ne se soient pas vraiment effondrés est en réalité assez remarquable, quand on se souvient qu'il y avait des empires incroyablement faibles, voire fragiles, qui combattaient. En particulier, je pense à l'empire austro-hongrois et à l'empire ottoman, dont on pensait à l'époque qu'ils étaient tous deux sur le point de s'effondrer. Pourtant, ils ont réussi à tenir les 4 années entières. Je pense qu'en 1914, la plupart des gens auraient supposé qu'une, voire plusieurs de ces nations s'effondreraient assez rapidement, ce qui aurait mis fin à la guerre bien plus tôt. Maintenant, pour revenir à la question de savoir si cette erreur de calcul a été une cause majeure de la Première Guerre mondiale, l'idée semble solide, mais je pense qu'il faut y ajouter quelques réserves. La première, c'est qu'il est en fait possible de surestimer à quel point les gens pensaient que la guerre allait être courte. Alors, il est certain que certaines personnes se berçaient en d'illusions, mais il y en avait d'autres qui reconnaissaient que cela pourrait bien durer très longtemps. Par exemple, le général allemand Falkenhayn a dit « Cette guerre durera au moins 1 an et demi ». De plus, lorsque nous observons le comportement de nombreux dirigeants pendant la crise de juillet, nous pouvons voir qu'ils étaient véritablement terrifiés. J'ai mentionné que de nombreux dirigeants européens étaient dévastés avant la guerre. Le Premier ministre britannique a pleuré la veille du conflit. Le Premier ministre français a failli faire une crise lors de son voyage en Russie. L'ambassadeur allemand a aussi éclaté en sanglots en comprenant que la guerre était inévitable. Tout cela semble impliquer qu'au fond d'eux-mêmes, ils savaient vraiment que la guerre pourrait être absolument catastrophique. Un autre problème avec cette idée comme cause de la Première Guerre mondiale, c'est que, même s'ils ignoraient dans quoi ils s'engageaient, c'est toujours le cas, cela fait partie de la vie. Bien sûr, en 1914, ils n'avaient pas de boule de cristal et ne pouvaient pas voir exactement comment les choses allaient se dérouler. Mais c'est toujours comme ça. Toutes les guerres sont, dans une certaine mesure, basées sur le fait que les gens ne savent pas comment la guerre va se dérouler. Parce que bien sûr, si tout le monde savait comment la guerre allait se passer, personne ne prendrait la peine de se battre. Donc pour moi, cela réduit un peu la valeur de cette idée. Alors où classer cette idée ? Je pense que je vais la mettre dans la catégorie B pour l'instant.
Il y a sûrement une part de vérité, mais je ne pense pas que ce soit aussi solide que d'autres idées. Numéro 7, l'idée que tout le monde à l'époque pensait que les attaquants avaient un avantage significatif sur le champ de bataille. C'est donc l'une des causes potentielles dont on parle le moins dans la liste, mais c'est en fait l'une de mes préférées. Maintenant, cela va demander quelques explications. Essentiellement, j'ai tiré cette idée d'un article intitulé « Le culte de l'offensive et les origines de la Première Guerre mondiale », écrit par Stéphane Van Evrer. Essentiellement, l'idée est que tout le monde, à l'époque, avant le début de la guerre, pensait que celui qui amènerait ses troupes sur le champ de bataille en premier gagnerait. Il considérait essentiellement la guerre comme une course pour voir qui pourrait mobiliser en premier et amener ses forces sur le champ de bataille en premier. Il pensait que si vous pouviez faire cela avant votre ennemi, alors il ne serait pas prêt et vous remporteriez une victoire rapide. Maintenant, bien sûr, je ne dis pas que cela s'est avéré vrai. En réalité, c'était loin d'être la vérité, mais l'idée c'est que c'était la mentalité que les gens avaient à l'époque. Ce qui est crucial ici, c'est que cela peut conduire des pays à la guerre, même s'ils ne le souhaitent pas vraiment. Cela signifie que, même si un pays ne veut pas la guerre, il peut être tellement préoccupé, tellement anxieux à l'idée d'être envahi et de subir une défaite rapide, qu'il finit par envahir un autre pays simplement pour éviter d'être envahi lui-même. Je pense que si nous réfléchissons à ce que serait cette attitude et ces croyances, beaucoup de choses sur l'escalade avant la Première Guerre mondiale deviennent plus claires. Le comportement de plusieurs pays devient plus compréhensible. Par exemple, cela explique pourquoi la mobilisation de la Russie fut un événement majeur pour l'Allemagne. Pour nous aujourd'hui, la mobilisation de la Russie pourrait sembler superficiellement moins grave, car ce n'était pas en soi un acte d'agression. En théorie, la Russie aurait pu se mobiliser pour se préparer à la guerre sans jamais vraiment envahir l'Allemagne. Cependant, si vous avez cette mentalité selon laquelle celui qui fait le premier mouvement gagnera, alors la mobilisation de la Russie devient immédiatement incroyablement menaçante pour l'Allemagne. Cela signifie que potentiellement, la Russie pourra amener ses troupes sur le champ de bataille en premier et remporter cette victoire rapide sur l'Allemagne. Craignant cela, les Allemands ont lancé un ultimatum à la Russie pour qu'elle arrête sa mobilisation. Et bien sûr, le refus de la Russie de se plier à cet ultimatum a finalement conduit l'Allemagne et la Russie à entrer en guerre l'une contre l'autre. Je pense aussi que cette idée explique comment l'Allemagne s'est retrouvée en guerre contre la France. Bien sûr, la raison pour laquelle l'Allemagne s'est retrouvée en guerre contre la France, c'est parce qu'elle a, encore une fois, lancé un ultimatum exigeant que la France reste neutre et la France n'a pas obéi. Et donc encore une fois, on voit que l'Allemagne craignait que la France passe à l'offensive, envahisse l'Allemagne et remporte potentiellement une victoire rapide. Peut-être que si les Allemands avaient su qu'il n'y aurait pas de guerre où les attaquants auraient un avantage, s'ils avaient su que ça allait être un type de guerre très défensif, très lent, alors ils n'auraient peut-être pas été aussi déterminés à obtenir cette garantie de la France, et peut-être donc qu'ils n'auraient pas lancé l'ultimatum et finalement déclaré la guerre. Donc c'est l'idée. Parlons de ce que cette idée a de bon. Eh bien, je pense que les prémices sont correctes. Je pense qu'à l'époque, on pensait que les attaquants étaient avantagés. L'article que j'ai cité contient d'ailleurs plusieurs citations à ce sujet. Par exemple, Alfred von Schlieffen, l'auteur du célèbre plan Schlieffen, a dit « L'attaque est la meilleure défense ». Friedrich von Bernhardi, un autre général allemand, a dit « La manière offensive d'agir est de loin supérieure à la manière défensive ». Le chef d'état-major allemand, Helmut von Moltke, a dit « L'offensive est la meilleure défense ». Et enfin, August von Klein a déclaré que l'Allemagne devait être armée pour l'attaque. L'offensive est la seule façon d'assurer la victoire. Ce sont tous des généraux allemands, mais d'autres nations tenaient en temps des propos similaires. Par exemple, le chef d'état-major français, Joseph Joffre, a dit que l'armée française ne connaît plus d'autre loi que l'offensive. Toute autre conception devrait être rejetée comme étant contraire à la nature même de la guerre. Un sentiment similaire a été exprimé par le président français, Armand Farier. Il a dit « Seule l'offensive convient au tempérament des soldats français. Nous sommes déterminés à marcher droit contre l'ennemi sans hésitation. » Une dernière citation vient d'Émile Drian, qui était membre de la Chambre des députés française. Il a dit « La première grande bataille décidera de toute la guerre, et les guerres seront courtes.
L'idée de l'offensive doit pénétrer l'esprit de notre nation. Cela fait sûrement assez de citations. J'espère que vous comprenez l'idée. À l'époque, tout le monde pensait que pour gagner, il fallait passer à l'offensive. La question est donc, pourquoi tout le monde le pensait-il ? Je crois qu'une grande partie de la réponse tient, encore une fois, à la guerre franco-prussienne déjà évoquée. L'élément clé, c'est cela. La Prusse a remporté cette victoire rapide principalement parce qu'elle a amené ses troupes au front en premier. Dès le début de la guerre, des batailles clés opposèrent les Français en infériorité numérique aux Prussiens, ce qui décida essentiellement de l'issue du conflit. Cette guerre ayant eu lieu seulement 44 ans avant la Première Guerre mondiale, il est facile de comprendre pourquoi la mobilisation d'autres nations et une victoire rapide inquiétaient en temps les gens. Je pense qu'il vaut la peine de mentionner rapidement que ce n'était ni fou ni stupide de penser de cette façon à l'époque. Il y a certainement des guerres qui sont comme ça, où tout repose sur l'offensive, où tout repose sur la rapidité. Évidemment la guerre franco-prussienne que je viens de mentionner, mais aussi la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne a pu vaincre la France principalement grâce à sa rapidité. C'est parce qu'ils se sont déplacés à une vitesse incroyable que les Français et les Alliés ont été complètement pris de court. Ils n'ont pas pu réagir assez vite, ils n'ont pas pu organiser une contre-attaque assez rapidement, et bien sûr cela signifiait qu'ils se sont fait encercler et que ce fut un désastre. Je veux dire que certaines guerres sont menées par l'offensive. Les citations lues précédemment ne sont donc pas forcément stupides, elles concernent certains conflits. C'est juste que la Première Guerre mondiale n'était absolument pas ce genre de guerre, c'était une guerre qui avançait lentement. La plupart du temps, attaquer signifiait généralement subir plus de pertes que les défenseurs, pour revenir à la question de savoir si cela a causé la guerre mondiale. Je pense que, potentiellement, si tout le monde à l'époque avait su cela, alors la crise de juillet ne se serait certainement pas déroulée comme elle l'a fait. Alors, où classer cette idée ? Eh bien, je pense vraiment qu'il y a beaucoup de choses dans cette idée, et je dois dire que c'est l'une de mes préférées. Cela explique pourquoi la Russie s'est mobilisée et pourquoi l'Allemagne insistait pour qu'elle cesse sa mobilisation. Je pense que cela explique pourquoi l'Allemagne tenait tant à obtenir une garantie de neutralité de la part de la France. Je veux dire, rien que ces 3 éléments sont déjà des étapes majeures dans l'escalade de la crise de juillet. Donc je pense que c'est une idée très solide et je vais lui donner un A, d'accord. Numéro 8, l'empereur Guillaume change la politique étrangère allemande. Donc c'est l'une des idées les plus à long terme de la liste, et cela va demander un peu d'explication. L'idée essentiellement, c'est que, tout au long des années 1800, tous les pays d'Europe avaient une politique étrangère assez stable. Et pour presque tous, cette politique étrangère est restée la même. Jusqu'en 1914 avec une grande exception, l'Allemagne. Apparemment, l'Allemagne a radicalement changé sa politique étrangère, alors que toutes les autres nations d'Europe ont gardé la leur inchangée. L'idée est qu'avec le renvoi d'Otto von Bismarck, le chancelier, et l'arrivée au pouvoir de Guillaume II, l'Allemagne a commencé à se comporter très différemment envers le reste de l'Europe, devenant beaucoup plus agressive et affirmée envers les autres nations. L'idée est que cela a joué un rôle clé dans le déclenchement de la guerre mondiale. Donc, pour présenter l'idée autrement, si l'Allemagne avait continué à se comporter comme elle le faisait sous Bismarck, alors la Première Guerre mondiale n'aurait pas eu lieu. Pour aborder cette idée, je veux d'abord expliquer pourquoi certains affirment qu'il y a eu un grand changement dans la politique étrangère allemande. Donc d'abord, je pense qu'il serait bon de parler de la situation dans les années 1800 sous Bismarck. Eh bien, la première chose à dire, c'est que la priorité absolue de Bismarck était de préserver la paix et la stabilité en Europe. Fait important, il ne s'intéressait pas à ce que l'Allemagne possède des colonies lointaines partout dans le monde ou une grande marine. Cela est vraiment bien démontré. Dans une citation de 1873, l'ambassadeur britannique a écrit au secrétaire aux Affaires étrangères à propos d'une réunion avec Bismarck. Selon ses propres mots, Bismarck ne désirait ni colonie ni flotte pour l'Allemagne. Les colonies, selon lui, ne seraient qu'une source de faiblesse car elles ne pourraient être défendues que par de puissantes flottes. Et la position géographique de l'Allemagne ne nécessitait pas son développement en une puissance maritime de premier ordre. Lorsque des colonies lui furent proposées, il les refusa et ne souhaita que des stations de charbonnage acquises par traité auprès d'autres nations. Il faut préciser que l'Allemagne a fini par acquérir quelques colonies en Afrique, mais, point crucial, elle en avait bien moins que la Grande-Bretagne ou la France. Dans l'ensemble, Otto von Bismarck n'était pas du tout concentré sur la construction d'un grand empire mondial, comme l'avaient en fait les Britanniques.
En fait, sa principale préoccupation était en réalité la France. Il voyait la France comme le principal rival de l'Allemagne et visait, par sa politique étrangère, à la maintenir aussi isolée que possible. Sa principale crainte était que l'Allemagne doive mener une guerre sur 2 fronts, en combattant la France et la Russie en même temps. Et comme nous le savons, il avait raison de craindre cela. Dans l'ensemble, la priorité principale de Bismarck était de maintenir la paix et de garder l'Allemagne à l'écart des conflits autant que possible. En fait, il existe une citation très célèbre qui appuie cela. Bismarck a dit à propos des Balkans qu'ils ne valaient, selon ses propres mots, pas les os d'un seul grenadier poméranien. Donc, comme vous pouvez le voir, il était concentré sur un ensemble très précis de priorités nationales, et il ne voulait pas qu'un seul soldat allemand meure pour autre chose. Dans l'ensemble, Bismarck a eu beaucoup de succès dans sa politique étrangère pendant qu'il était au pouvoir. La France est restée isolée diplomatiquement et aucune grande guerre n'a éclaté. Tout cela a pris fin de façon spectaculaire en 1888, lorsque Guillaume II est monté sur le trône. Maintenant, Guillaume était un homme très différent de Bismarck. En fait, les 2 hommes avaient une très mauvaise relation. Et en 1890, donc seulement 2 ans après que Guillaume soit arrivé au pouvoir, Guillaume a forcé Bismarck à démissionner. Maintenant, la lettre de démission que Bismarck a écrite est en fait assez étonnante par le ton qu'il y emploie. Bismarck a clairement indiqué qu'il était contre ce qu'il considérait comme la politique étrangère de Guillaume, et il a essentiellement dit que Guillaume était en train de ruiner tout ce qu'il avait accompli dans sa propre politique étrangère. Dans sa lettre, il a écrit « Il me serait impossible de mettre en œuvre les ordres stipulés par votre Majesté en ce qui concerne la politique étrangère. Ce serait impossible après les récentes décisions de votre Majesté concernant l'orientation de notre politique étrangère. Si je devais le faire, cela remettrait en question tous les succès importants obtenus pour le Reich allemand grâce à la politique étrangère, conformément aux souhaits des 2 derniers successeurs de votre Majesté. » Donc, essentiellement, il dit que Guillaume voulait complètement changer la politique étrangère allemande et il affirme que ce que Guillaume voulait faire mettrait en péril les succès que l'Allemagne avait obtenus sous les monarques précédents. Bismarck a alors déclaré que s'il faisait ce que Guillaume voulait, cela affecterait tous les succès obtenus pendant des décennies et dans des conditions défavorables dans nos relations avec la Russie. Donc je suis sûr que vous serez d'accord pour dire que le fait que Bismarck critique l'empereur, franchement c'est quand même assez remarquable. Avec Bismarck parti, Guillaume a complètement transformé la politique étrangère de l'Allemagne. Il a essentiellement abandonné la diplomatie d'équilibre des puissances soigneusement menée par Bismarck et a adopté ce qu'on appelait la Weltpolitik, ce qui signifie en gros politique mondiale. Voici donc une citation pour appuyer cela. Guillaume a dit « L'Allemagne a de grandes tâches à accomplir en dehors des frontières étroites de la vieille Europe. » Et il a poursuivi « Notre avenir se trouve moins en Europe que dans le monde entier. » Donc comme vous pouvez le voir, Guillaume avait une attitude très très différente de celle de Bismarck. Maintenant, l'une des plus grandes différences entre Guillaume et Bismarck est que Guillaume était beaucoup plus intéressé par l'acquisition de colonies pour l'Allemagne. Le meilleur exemple reste les crises marocaines évoquées plus tôt, où l'Allemagne s'est immiscée dans ce que la plupart considéraient comme la sphère d'influence française. Un autre bon exemple est un incident qui s'est produit en Chine en 1897, ce qu'on appelle l'incident de Juilly. En gros, ce qui s'est passé, c'est que 2 missionnaires catholiques allemands ont été tués par des habitants chinois, et Guillaume a utilisé cela comme justification pour exiger un territoire du gouvernement chinois, comme compensation. Il a même menacé d'une attaque navale si ces exigences n'étaient pas satisfaites. Le gouvernement chinois, alors très faible, a dû se soumettre. Et ils ont donné à Guillaume le territoire de Qingdao. Il existe plusieurs autres exemples de Guillaume voulant des colonies. Par exemple, en 1899, il a acheté quelques îles du Pacifique à l'Espagne. Un autre exemple très sombre de tout cela est ce qui s'est passé en Namibie. L'Allemagne a d'abord pris pied en Namibie lorsqu'elle étant devenue un protectorat en 1884, puis les Allemands ont décidé de coloniser la région avec des colons allemands. Comme on l'imagine, cela a été mal accueilli par la population locale, créant de fortes tensions entre autochtones et colons allemands. Cela a finalement conduit à un soulèvement en 1904 que Guillaume a brutalement réprimé, entraînant la mort de jusqu'à 90 000 Namibiens. Beaucoup d'entre vous savent peut-être que cela est souvent appelé le premier génocide du XXe siècle.
Quoi qu'il en soit, comme vous pouvez le voir, Guillaume voulait certainement des colonies bien plus que Bismarck, et c'est important en partie parce que cela a conduit aux crises marocaines. Aussi car c'était une des raisons majeures pour renforcer la marine allemande menant à la course aux armements navals, dont j'ai parlé plus tôt. Cependant, je pense que quelque chose d'encore plus important que Guillaume a fait, c'est sa décision de ne pas renouveler un traité avec la Russie. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 1887, lorsque Bismarck était encore au pouvoir, l'Allemagne a signé ce qu'on appelait le traité de réassurance avec la Russie. Le traité de réassurance avait essentiellement pour but d'apaiser les relations entre la Russie et l'Allemagne. Les deux pays conviennent qu'ils resteraient neutres si l'autre pays était impliqué dans une guerre avec une autre grande puissance. Ce qui est vraiment important à propos du traité de réassurance, c'est qu'il n'a duré que 3 ans, après quoi il devait être renouvelé. Cependant, à ce moment-là, Guillaume était au pouvoir, et il a décidé de ne pas renouveler le traité. À mon avis, l'importance de cette décision ne peut pas être surestimée. Christart, cela a évidemment dégradé les relations entre l'Allemagne et la Russie, les rendant plus susceptibles de se faire la guerre. Mais une autre conséquence vraiment importante, c'est que cela a rapproché la Russie de la France, ce qui a finalement abouti à la signature de l'alliance franco-russe seulement 4 ans plus tard. Bien sûr, l'alliance franco-russe a été absolument cruciale pour que l'escalade de la crise de juillet se déroule comme elle l'a fait. Je pense qu'il vaut la peine d'expliquer rapidement pourquoi Guillaume a décidé de ne pas renouveler le traité de réassurance. L'une des principales raisons est qu'en gros, il pensait que la Russie en tirait plus d'avantages que l'Allemagne. Par exemple, la Russie avait besoin du soutien de l'Allemagne dans un différend avec les Ottomans, mais elle n'avait vraiment rien à offrir à l'Allemagne en retour. Une autre raison majeure pour laquelle Wilhelm ne voulait pas renouveler le traité, c'est qu'il voulait que l'Allemagne se rapproche de l'Autriche. Comme vous le savez, l'Autriche et la Russie avaient alors de mauvaises relations. Jusqu'à ce moment-là, l'Allemagne avait essayé d'entretenir de bonnes relations à la fois avec la Russie et l'Autriche. Mais Wilhelm a finalement conclu que cela ne serait pas possible. Donc essentiellement, plutôt que d'essayer de maintenir cette sorte de position intermédiaire entre deux rivaux, il a décidé de prendre une position claire et de favoriser l'Autriche. Une dernière raison pour laquelle Wilhelm n'a pas renouvelé le traité était qu'il pensait qu'éloigner l'Allemagne de la Russie aiderait les relations de l'Allemagne avec la Grande-Bretagne. À cette époque, la Grande-Bretagne et la Russie entretenaient de mauvaises relations à cause de leur rivalité pour le contrôle de l'Afghanistan, appelé le Grand Jeu. Wilhelm espérait qu'en éloignant l'Allemagne de la Russie, il pourrait se rapprocher de la Grande-Bretagne, et que cela, à son tour, l'aiderait dans ses différends avec la France. Quoi qu'il en soit, revenons au classement. Wilhelm a-t-il changé la politique étrangère allemande ? Si oui, cela a-t-il déclenché la Première Guerre mondiale ? Eh bien, je pense que cette idée est assez solide. Je pense que Wilhelm a changé la politique étrangère de l'Allemagne. Et c'est crucial, je pense qu'il est très probable que si l'Allemagne était restée telle qu'elle était, si elle avait maintenu ce type de politique étrangère bismarckienne qu'elle avait auparavant, alors la Première Guerre mondiale aurait été beaucoup moins susceptible de se produire. Je pense notamment que la décision de Wilhelm de ne pas renouveler le traité avec la Russie est un moment décisif. Il est facile de voir comment cela a déclenché la Première Guerre mondiale. En ce qui concerne les faiblesses de cette idée, pour moi la seule chose est le fait qu'elle soit assez à long terme et indirecte. Par exemple, la décision de ne pas renouveler le traité avec la Russie a été prise en 1890, soit 24 ans avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Sa relation avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale est donc assez indirecte, ce qui me pousse à lui retirer quelques points. Mais globalement, je trouve que c'est une bonne théorie. Je pense que c'est une bonne idée, donc je vais lui donner un B. D'accord, maintenant pour notre dernière cause potentielle, il s'agit du déclin de l'Empire ottoman. Celle-ci est assez simple. L'idée essentiellement, c'est que dans les siècles précédant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman était en déclin, environ 400 ans plus tôt. L'Empire ottoman a atteint son apogée au milieu des années 1500 lorsqu'il contrôlait l'ensemble des Balkans, jusqu'à et y compris la Hongrie. Au fil du temps, l'Empire ottoman a progressivement décliné et perdu le contrôle de ces régions. Et finalement, au début des années 1900, les Ottomans avaient un très peu de pouvoir dans les Balkans. La raison pour laquelle cela comptait, c'est que le déclin de l'Empire ottoman a laissé les Balkans comme une région très instable. Essentiellement, les Balkans avaient des frontières très mal définies et contestées. Dans l'ensemble, c'était de loin la région la plus instable et explosive d'Europe. Je pense qu'il vaut la peine de dire que les gens à l'époque en étaient bien conscients.
Par exemple, il y a une citation très célèbre de Bismarck datant de 1888. Il aurait dit un jour la Grande Guerre européenne éclatera à cause d'une fichue bêtise dans les Balkans. Donc, si les Balkans étaient ainsi instables, cela nous amène à la question du pourquoi. Et une grande partie de la raison est, bien sûr, le déclin de l'Empire ottoman. Comment le déclin de l'Empire ottoman a pu conduire à l'instabilité des Balkans est assez facile à comprendre. Essentiellement, à mesure que les Ottomans perdaient le contrôle de ces régions, leur sort devenait un sujet de contestation. Elles pouvaient devenir des nations indépendantes, comme ce fut le cas pour la Grèce ou la Serbie. Comme vous l'imaginez, c'est surtout ce que voulaient les populations locales. Une autre option était qu'elles puissent être absorbées par les deux autres grands empires de la région, l'Autriche ou la Russie. En fait, c'est précisément parce que l'Autriche et la Russie cherchaient toutes deux à obtenir le plus de territoire balkanique possible qu'elles ont développé leur rivalité. C'est l'une des principales raisons de la détérioration de leurs relations. Quoi qu'il en soit, à la fin des années 1800, la carte des Balkans était extrêmement compliquée et, franchement, un peu folle. Certaines régions étaient totalement indépendantes des Ottomans, d'autres zones faisaient, sur le papier, partie de l'Empire ottoman et elles étaient reconnues internationalement comme faisant partie de l'Empire ottoman. En réalité, les Ottomans ne contrôlèrent pas ces régions. L'exemple le plus important de cela est bien sûr la Bosnie, qui faisait encore officiellement partie de l'Empire ottoman, mais qui était administrée par l'Autriche-Hongrie. C'est bien sûr ce qui a conduit à la crise bosniaque de 1908. En résumé, toute la situation était un vrai chaos, et c'est ce chaos qui a rendu la région si sujette à l'instabilité et à la violence. Pour revenir au déclenchement de la Première Guerre mondiale, l'idée est la suivante. Si l'Empire ottoman était resté fort, s'il avait gardé le contrôle des Balkans, cette région ne serait pas devenue aussi incroyablement instable. Et donc la Première Guerre mondiale n'aurait pas eu lieu. Je veux d'abord aborder certains problèmes que j'ai avec cette idée. Pour moi, il est très difficile d'imaginer un monde où l'Empire ottoman n'aurait pas décliné. J'ai déjà fait une vidéo expliquant pourquoi l'Empire ottoman est devenu si faible. Et si vous avez regardé cette vidéo, vous saurez que leurs problèmes étaient très très profonds. Ils étaient structurels. Cela signifie qu'il m'est très difficile d'imaginer un Empire ottoman qui aurait survécu jusqu'aux années 1900 encore très puissant et gardant une emprise ferme sur les Balkans. Maintenant, un autre problème que j'ai avec cette idée, c'est qu'elle est un peu indéfinie et vague. Je veux dire, même si l'on postulait un monde dans lequel l'Empire ottoman était encore très puissant au début des années 1900, la question est de savoir comment cela aurait pu se produire exactement. Il y a une infinité de façons dont cela aurait pu arriver. C'est un peu l'opposé de l'assassinat de Franz Ferdinand, où dans ce cas, il est très facile d'imaginer un contrefactuel précis, où Franz Ferdinand prend un autre tournant avec sa voiture et n'est donc pas assassiné. Et donc nous avons une très bonne idée de ce à quoi l'Europe aurait ressemblé le lendemain si Franz Ferdinand n'avait pas été assassiné. Elle aurait ressemblé essentiellement exactement à ce qu'elle était la veille. Cependant, un monde dans lequel l'Empire ottoman était encore puissant, au début des années 1900, est tout simplement une planète complètement différente de celle dans laquelle nous vivons réellement. Cela devient donc un peu difficile à évaluer. Pour ces raisons, je pense que cette idée n'est pas la plus solide. Donc je pense que je vais la placer dans la catégorie C. Voici donc le classement final dans la catégorie A. Nous avons l'assassinat de François Ferdinand. Le Royaume-Uni n'étant pas clair sur ce qu'il ferait, le système d'alliance et tout le monde pensant que les attaquants avaient un avantage significatif. Dans la catégorie B, les gens ne comprenaient pas la durée et la violence de la guerre, ni l'impérialisme de Guillaume II. Dans la catégorie C, il y a la course aux armements navals entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne et le déclin de l'Empire ottoman. Et dans la catégorie D, nous avons le ressentiment français à cause de l'Alsace et de la Lorraine. Fait intéressant, je n'ai rien mis dans la catégorie S, et je pense que c'est approprié, vraiment. Je pense qu'une des choses qui rend cette question si difficile et célèbre, c'est qu'il y a tellement de facteurs différents qui ont contribué au déclenchement de la guerre. Il n'y a pas un seul facteur qui explique vraiment tout. Voilà, nous y sommes. Voici les causes de la guerre mondiale. Je les ai placées à leur juste place. La question est réglée. Félicitations à tous. Je m'attends à ne plus voir de livres, d'articles ou de vidéos sur la question. Merci.